Le point s'arrête un peu sur cet organe de régulation et de contrôle. Quel est son mode de fonctionnement? Comment est-il organisé? Quelle est sa signification? Quelles sont les opportunités qu'il présente pour la zone UEMOA? Avec nous, donc, ce soir, le président du conseil régional, le Sénégalais Mamadou Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir, M. Faye. Oui, vous êtes le président du conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers depuis près d'une année. C'est un organisme qui existe, on l'a dit, depuis 1998, qui n'est pas très peu connu, mais quand même qui reste le gendarme des marchés financiers. Expliquez-nous, présentez-nous un peu cet organe-là. Je vous remercie, M. Faye. Effectivement, le conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers fait partie des organes et institutions de l'UEMOA, qui a en charge la tutelle du marché financier, donc qui supervise le segment du marché financier dans l'UEMOA. C'est vrai, vous l'avez dit, depuis 1998, elle est opérationnelle et elle fait son travail dans la discrétion, comme tout bon régulateur. Mais je dois avouer qu'effectivement, le fait qu'elle n'ait pas de représentation au niveau des États, peut-être participe quelque part, explique quelque part cette méconnaissance. Mais en réalité, c'est une structure régionale commune aux 8 États. Logé à Abidjan, c'est ça? Le siège est basé à Abidjan, effectivement, et son mode de fonctionnement est régi par les textes communautaires. Donc il a été institué sur la base d'une convention que les 8 États membres de l'UEMOA ont signée, et il est constitué d'un collège de 12 membres. Chaque État est représenté au niveau de ce conseil. Pour les 8 États membres, vous avez la BCEAO qui est représentée, donc le gouverneur de la BCEAO, son représentant. Vous avez la commission de l'UEMOA qui est représentée. Vous avez les magistrats, la Cour de justice donc, qui est représentée, et la Cour des comptes. Ça fait un total de 12 membres. Ce collège donc statue sur les décisions qui concernent le marché financier et donc qui tient régulièrement ces sessions pour orienter le fonctionnement du marché financier. Si vous l'organisez, vous régulez ce marché-là? Exactement. Donc le Conseil a une mission, j'allais dire, de service public, de fonctionnement du marché financier, mais également il assure la protection des épargnants, mais l'information des investisseurs. Donc il supervise, si vous voulez, le marché financier régional et tous les acteurs qui interviennent au niveau de ce marché donc, sont tenus de respecter les dispositions qui régissent celui-ci. D'accord. Et vous partagez cet espace-là avec des organismes privés. C'est quoi la différence entre vous aujourd'hui et la CGF et la Bourse régionale des valeurs mobilières quand on sait que là-bas, par exemple, le président du conseil d'administration, c'est un tiers, c'est un privé? Tout à fait. Le marché est organisé ainsi. Vous avez deux pôles. Vous avez le pôle public, constitué donc du conseil régional, qui est en même temps la tutelle, où c'est les États qui sont représentés. Et vous avez le pôle privé. Le pôle privé, c'est l'ensemble des autres structures qui gravitent autour. Vous avez les structures centrales. C'est la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, et c'est également le dépositaire central, Banque de règlement. Et tous les autres intervenants commerciaux comme les ESGI, les sociétés de gestion et d'intermédiation, les sociétés de gestion de patrimoine, les apporteurs d'affaires. Et ce pôle privé, comme je disais, constitué principalement de la bourse, effectivement, c'est des privés qui y sont. La bourse, c'est une entité regroupant des actionnaires privés, mais également publics. Les États sont représentés au niveau du capital de ces entités. D'accord. Et vous, quelles sont vos missions dans ce marché financier-là? Quand on parle aujourd'hui de conseil régional, ça a une connotation politique, et pourtant, vous, ça n'est pas votre dada, si je puis m'exprimer ainsi. Vous avez un autre rôle. C'est quoi votre rôle dans le marché financier? Le conseil, comme je disais, c'est l'organe de régulation, mais de supervision. Vous savez, les marchés financiers, de manière générale, les systèmes financiers où vous avez plusieurs acteurs sont strictement réglementés. Nous sommes aujourd'hui l'autorité en charge du respect des dispositions réglementaires sur le segment du marché financier. Un peu, si je peux faire le parallélisme avec le secteur bancaire, qui est sous la tutelle de la BCEAO ou de la commission bancaire, c'est exactement la même autorité qui joue ce rôle au niveau du segment du marché financier. Et donc, notre rôle, c'est de veiller au bon fonctionnement du marché, qui est régi par des règles, c'est de protéger l'épargne investie en valeur mobilière, mais c'est également veiller à l'information des investisseurs, puisque un marché de ce type
il est basé sur l'information, la qualité de l'information et le respect des règles qui régissent le fonctionnement de tel. Vous allez un peu partout à travers le monde, vous avez au niveau des marchés, à chaque fois, vous avez une autorité qui veille au respect par les acteurs du marché des dispositions qui régissent, que ce soit la bourse, que ce soit les SGI, c'est des assujettis, c'est des acteurs qui ont une fonction, mais une fonction qu'elles exercent dans un cadre réglementé. Et donc, à l'échelle de l'Union, c'est un peu ce rôle que nous effectuons pour pouvoir permettre à cet instrument d'intégration, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une union monétaire, regroupant 8 pays qui partagent la même monnaie, la même réglementation, et l'objectif... Ça, c'est un avantage, puisque dans d'autres pays, en Europe par exemple, chaque pays a sa bourse, a ses propres règles. Je disais tout à l'heure, c'est un exemple d'intégration qui est original, où vous avez dans un même espace, l'espace communautaire, 8 États qui partagent la même réglementation, une seule bourse régionale commune aux 8 pays avec des acteurs et un seul régulateur. Donc ça, c'est un avantage. Ça veut dire que vous soyez entreprise du Mali, du Bénin ou du Burkina, où que vous soyez, vous pouvez lever des ressources sur l'espace communautaire, mais vous le ferez en concurrence avec les autres émetteurs qui sont dans les autres États. Nous, en tant qu'autorité de régulation, nous veillons à ce qu'il y ait une équité dans le traitement de ces différentes opérations. Tout se passe dans l'orthodoxie des... Ouais. Voilà. Vous avez bouclé 2 jours de travaux à Dakar, hein, c'était votre 75e session déjà. Pourquoi le choix de Dakar et quel en était l'objet? Très bien. Il faut dire que le siège du Conseil régional est à Abidjan. Nous avons pris fonction depuis mai 2017 et nous pensons que, vu que c'est un instrument communautaire, comme je le disais tantôt, nous devons participer à la vulgarisation et à la promotion de la culture boursière. Pourquoi nous avons engagé depuis un certain temps à délocaliser nos sessions qui ne se tiennent pas forcément à Abidjan. Nous l'avons tenu en février à Ouagadougou, au Burkina Faso, et pour assurer la prise en charge des décisions qui relèvent de notre organe. Je disais que le Conseil régional tient des sessions ordinaires, également des sessions extraordinaires. Le choix de Dakar, donc, c'est tout simplement parce que nous avons, à Abidjan, en décembre, nous avons tenu notre session, nous avons fait Dakar. Le mois prochain, nous serons à Cotonou, mais c'est pour permettre également aux entreprises, aux institutions, aux particuliers, au public d'une manière générale de mieux connaître l'organe qui est un organe communautaire. Et on a vu que vous avez associé les étudiants cette fois-ci. Vous l'avez fait, vous avez dit, à Ouagadougou, mais le cas de Dakar, c'était un peu particulier pour Absolument. Vous. Nous avons, dans la même foulée, voulu donner un signal en même temps pour faire connaître cet organe. Une nouveauté. Oui. Ça existe, vous l'avez dit, depuis 1998, ça fait 20 ans, pas très bien connu. Et nous pensons que le marché financier, aujourd'hui, a un potentiel extrêmement important qu'il faut exploiter. Il faut l'exploiter en associant toutes les cibles. Nous avons privilégié la cible estudiantine. Et dans cette cible estudiantine, nous avons orienté la communication vers les écoles de commerce, les facultés de gestion, mais également les instituts qui travaillent dans le milieu de la finance. Parce que nous pensons qu'il faut faire un effort pour la promotion de la culture financière. Alors, en marge de nos travaux, parce que notre session c'était hier, la 75e session, on a décidé désormais, à chaque fois que nous allons dans un État, en marge de nos sessions, d'avoir une séance d'échange et de sensibilisation à l'endroit du public estudiantin, particulièrement ceux des écoles de commerce, pour échanger avec eux sur le fonctionnement du marché, sur les opportunités qu'il offre en termes d'emploi, en termes de placement, d'investissement. Et nous pensons que par ce biais, nous contribuerons certainement à relever le niveau d'éducation financière, puisque ces établissements... la culture financière et boursière dès le bas âge, si je puis m'exprimer ainsi. C'est des relais et c'est un premier programme, puisque nous savons que la BRVM a déjà commencé à faire un travail extrêmement important qu'il faut saluer, qui contribuerait, à notre avis, à vulgariser davantage et à permettre aux populations, au-delà des entreprises et des États qui sont les acteurs qui sont les plus en vue sur le marché, mais les particuliers que vous êtes pouvez bénéficier
de manière significative des opportunités qu'offre le marché en termes de placement. On y reviendra parce que ce n'est pas très connu. Hein. Les citoyens de l'UEMOA, les citoyens lambda ne connaissent pas trop le marché financier, la bourse et ses opportunités. En tout cas, ce conclave de Dakar vous a permis de faire le bilan des activités 2017. Hein. 1300 milliards de francs CFA levés, nous dit notre reporter Rougui Etouba, et puis un constat qui forcément vous satisfait, hein, ce qui est que le marché est aujourd'hui dynamique. Je suis à l'aise pour le dire, hein, parce que si vous voulez revenir sur les chiffres, ces chiffres de 1397 milliards, c'est les ressources levées par les États et les entreprises au titre de l'année 2017. D'accord, très bien. On suit ce reportage de Rougui Etouba et puis on revient sur le plateau. Parfait. Sur le marché financier régional, 80% des ressources sont levées par les États membres de l'UEMOA. Ce marché financier constitue pour les économies de l'Union un instrument commun de mobilisation de ressources. L'année 2017 a permis aux États et aux entreprises de l'Union de lever plus de 1300 milliards de francs CFA. Et la particularité de ces ressources, c'est que pour la plupart, c'est des ressources longues, c'est-à-dire des ressources à moyen et long terme destinées à financer des investissements. Des investissements dans des secteurs stratégiques grâce à un marché financier régional dont l'indicateur de vivacité ces 3 dernières années reste l'augmentation du nombre d'acteurs qui interviennent. En moyenne, on a 20 nouveaux acteurs par année. On est parti de 130 à 150. Là, on est à 179 au 31 mars 2018. Pour renforcer le dynamisme du marché financier, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers s'emploie à diversifier la base d'investisseurs pour une meilleure mobilisation de ressources par les États membres de l'UEMOA. Mamadou Ndiaye, 1300 milliards levés sur le marché. En quoi est-il bon d'avoir un marché financier sur lequel on peut lever 1300 milliards? Je crois que l'élément a mis l'accent sur un point important, la nature des ressources qui sont levées. Au-delà du volume, c'est la nature des ressources longues, c'est des ressources plus ou moins long terme. Et c'est ces ressources qui sont adaptées pour financer des emplois longs. En milieu bancaire, en jargon bancaire, quand on dit emploi long, c'est des ressources longues qui peuvent financer, disons, des investissements, des infrastructures. Vous savez que tous nos États aujourd'hui ont pratiquement tous se sont engagés dans des programmes économiques qui nécessitent d'importantes ressources qu'il faut mobiliser. Le secteur bancaire apporte certes une contribution, mais qui ne sera pas, j'allais dire, suffisante pour pouvoir accompagner dans le temps, parce que c'est des investissements qu'il faut financer sur plusieurs années. En matière de réglementation, les banques seront contraintes par certaines dispositions prudentielles qui ne leur permettent pas d'aller à un certain niveau. Et c'est là où je dis que le marché financier constitue une opportunité pour tous nos États parce que c'est le lieu privilégié pour mobiliser des ressources longues à un coût peut-être nettement inférieur à celui du crédit bancaire, mais de manière transparente également. Et si vous regardez un peu l'élément, vous avez vu qu'on a mis l'accent sur le financement des infrastructures que les États peuvent assurer à travers le marché. Mais au-delà des États, les entreprises également ont besoin de ressources appropriées. Ouais. C'est le lieu de saluer la décision qui a été prise par le Conseil. Le Collège a travaillé l'année dernière à faire naître ce troisième compartiment des PME. C'est une cible particulière de clients de nos économies qui peinent à accéder de manière satisfaisante au crédit bancaire. Au crédit, au financement, globalement. Ça, je dois avouer que les chefs d'État des 8 États de l'Union avaient de fortes attentes sur ce chantier que nous avons réussi à faire voir le jour. Et justement, en quoi c'est une opportunité pour ces gens qui sont dans les PME ou bien dans l'entreprise tout court, le privé, encore que le taux de pénétration du privé n'est pas très important chez vous. Tout à fait. C'est une alternative, si je peux dire. Le crédit bancaire peut permettre d'asseoir ou d'assurer le financement des besoins exprimés par les agents économiques, que ce soit les États ou les entreprises. Mais comme je disais tantôt, vous voyez, la plupart de nos PME, en tout cas une PME qui aspire à se développer, à assurer son expansion, a besoin de ressources longues. Et c'est pourquoi je dis, par la création de ce troisième compartiment, désormais, les petites et moyennes entreprises performantes qui aspirent donc
à aller à un niveau supplémentaire dans le palier de croissance pourront venir sur le marché à côté des ressources bancaires qu'elles auront mobilisées peut-être pour leurs besoins courants ou d'exploitation. Elles auront la possibilité au niveau de la bourse à travers ce troisième compartiment qui leur est dédié et pour lequel l'accès a été revu avec des conditions assouplies qui permettront désormais à cette catégorie d'entreprises de pouvoir mobiliser des ressources et financer leur croissance. Et nous pensons que ça, c'est un pas extrêmement important qui vient d'être franchi. C'était une forte attente des États, des acteurs économiques, des acteurs qui sont au niveau de la bourse. Il nous reste maintenant le second défi, au-delà du cadre réglementaire que nous avons, nous, Conseil régional, mis en place. Il faudra opérationnaliser ce nouvel instrument. Ça, prendre en charge tous ces nouveaux acteurs-là, d'autant que la finance islamique aussi arrive à grands pas. Hein. Ça, c'était une autre illustration que permet justement le marché financier. Vous vous rappelez, en 2014, le Sénégal a été l'un des premiers États de l'Union à initier cette émission d'instruments islamiques qu'on appelle soukouk, qui sont une sorte d'obligations de titres islamiques qui ont permis de lever plus de 100 milliards et l'opération a été rééditée avec 150 milliards. La Côte d'Ivoire a suivi cet exemple et le Togo a également suivi cet exemple. Ça a permis de lever des centaines de milliards pour ces États à un coût relativement raisonnable et pour une durée longue. Et c'était pour financer des investissements dans l'énergie, dans le transport, dans les infrastructures, dans la santé, ce qui n'aurait pas été possible si ça devait se passer par le canal bancaire. Mobiliser autant de ressources pour une durée aussi longue, ce ne serait pas évident. Aujourd'hui, nous avons une dernière opération que la République du Mali a lancée pour dire que nous travaillons à asseoir un cadre réglementaire qui permette de promouvoir ces nouveaux instruments islamiques. Ça a vu le jour dans d'autres États et c'est très prisé. Et nous pensons que c'est un autre axe sur lequel nous allons travailler durant notre mandat pour que le cadre réglementaire puisse être mis à jour pour encourager les États, mais également les autres entreprises ou agents économiques à utiliser ces nouveaux instruments pour pouvoir mobiliser des ressources et les utiliser dans l'Union. Ouais, dans l'Union. Et pour vous, c'est une opportunité pour les États, peut-être vous direz qu'ils n'avaient pas compris, mais maintenant, au moment où ils sont tous lancés dans des plans nationaux de développement à long terme, ils comprennent que c'est une opportunité qui s'offre. Absolument. Je dis souvent que le marché financier, les pères fondateurs, parce que la création de ce marché remonte, j'allais dire, en 1962, le premier traité de l'UMOA qui a été signé en 1962 prévoyait déjà à terme la création d'un marché financier. À l'époque, on avait un système bancaire, mais le traité prévoyait déjà la création d'un marché financier régional. Il a vu le jour en 1998. Et si vous regardez aujourd'hui les premiers bénéficiaires de ce marché financier, généralement, si vous voyez les opérations, c'est les États qui sont le plus présents. Mais néanmoins, du côté du privé, il y a eu des avancées significatives. Si vous voyez la bourse, aujourd'hui, on est à 45 entreprises qui sont cotées. Vous connaissez bien un peu la configuration ou l'histoire de cette bourse qui est régionale, comme je disais, mais qui permet aux entreprises qui y sont cotées de pouvoir assurer le développement de leurs activités en mobilisant des ressources ou en ouvrant leur capital. Nous travaillons donc avec les programmes de privatisation des États à augmenter le nombre de sociétés cotées. Aujourd'hui, on est à 45 entités qui sont cotées, qui peuvent mobiliser des ressources et ouvrir leur capital. Je citerai juste à titre d'exemple la dernière opération de levée de ressources que la Sénélec a eu à faire pour 30 milliards et qui a été une réussite que nous avons saluée. Ces genres d'opérations, nous pensons qu'elles doivent être multipliées à l'échelle des différents pays. Une entreprise parapublique, privée, publique, peut valablement, si elle se porte bien, si elle a des fondamentaux solides, venir sur le marché en toute transparence, lever des ressources et les rembourser. Et les investisseurs ne demandent que cela. Un papier de qualité sur lequel ils pourront... Un bon dossier. Un bon dossier. Voilà. Et vous dites que ce marché-là n'est pas exploité à 100% dans ses capacités et ses potentialités. Aujourd'hui, vous avez de nouveaux acteurs qui arrivent chaque année. Vous l'avez dit, chaque année, 20 nouveaux acteurs arrivent sur le marché. Oui, le marché, comme je dis tantôt, le marché est en train de vivre.
début, c'est vrai, on était dans un marché qui venait de naître. Il a mis du temps, mais là, on sent que le marché est en train de se déployer. Je disais, dans l'élément, vous avez vu que pratiquement, je ne dis pas qu'on est submergé par les demandes d'agrément qui nous sont adressées périodiquement et que le service du secrétariat général du conseil régional doit instruire pour que le conseil puisse se prononcer. Sur 3 ans, on a eu pratiquement en moyenne 20 nouveaux acteurs qui ont été agréés et qui viennent sur le marché. De 130, on est passé à 150 acteurs. 150, on est passé à 170. Là, aujourd'hui, on est à 179 acteurs sur le marché. Donc, ça, c'est un indicateur, à mon avis, pertinent pour, en tout cas, affirmer que le marché financier régional est en pleine croissance. Et vous voulez aussi aller dans le sens de la diversification de ces acteurs-là, en quoi faisant, par exemple? Oui, un marché qui croît, c'est de nouveaux produits, c'est de nouveaux acteurs qui sont là, et ça, c'est l'innovation qui permet de faire vivre. Et c'est la raison pour laquelle je dis le marché aujourd'hui suit une bonne tendance. La diversification des produits, ça interpelle le régulateur, puisqu'il faut légiférer. Nous sommes dans des marchés organisés. On ne peut pas venir pour y entrer. Il faut un agrément, il faut un visa. Et pour fonctionner, pour exercer cette activité, vous êtes également tenu de respecter certains critères. Donc ça, c'est la diversification au niveau des produits, au niveau des acteurs. Nous travaillons à encourager donc l'innovation financière et nous pensons que dans les prochaines années, la configuration du marché va changer. Déjà, comme je le disais tantôt, avec ce nouveau compartiment, une nouvelle catégorie d'acteurs est née. On les appelle les listings sponsors. Nous avons travaillé sur le cadre réglementaire. Désormais, une petite et moyenne entreprise qui veut venir accéder à la bourse ou à la cote devra forcément se faire accompagner par un cabinet, un professionnel que nous allons agréer sur la base d'un certain nombre de critères qui vont l'accompagner à préparer son entrée en bourse. Et durant tout le temps que l'entreprise sera cotée à la BRVM, cette entité va la coacher et lui permettre de pouvoir respecter les conditions requises par la bourse. C'est un nouveau acteur, c'est de nouveaux métiers qui naissent, qui ont vu le jour ailleurs. Nous avons eu une coopération avec la Bourse du Maroc, avec la Bourse de Londres, qui ont permis d'accompagner ce projet que la BRVM a porté. Mais c'est le régulateur qui a mis en place le cadre réglementaire. Aujourd'hui, nous travaillons à avoir la première cohorte, le premier groupe de PME qui devront peut-être dans 2 ans pouvoir se faire coter et pouvoir permettre donc de donner l'exemple que c'est bien possible que les PME, sur la base d'une certaine transparence dans la gestion, dans la gouvernance et de performance, voilà, aller sur le marché comme les États le font, comme les grandes entreprises le font, pour pouvoir mobiliser des ressources, l'investir dans l'économie et pouvoir porter la croissance. Et ça nécessite quoi pour vous à la base, pour ces petites et moyennes entreprises? Quelles sont les mesures, le b.a.-ba auxquels ils vont devoir c'est des critères qui ont été discutés d'un commun accord en termes de capital minimum requis pour pouvoir accéder, en termes de transparence. Il faut être une société anonyme. Bon, on a défini des critères élémentaires. Hein. Vous avez actuellement sur les compartiments de la bourse, pour pouvoir y accéder, on vous demande de respecter un certain nombre de critères en termes de capitalisation, de capital minimum, forme juridique de l'entreprise, etc. Donc pour les PME, compte tenu de la spécificité de cette catégorie d'entreprises, ils n'ont pas beaucoup de moyens. On a ajusté les critères de façon à permettre aux PME de l'UEMOA de pouvoir accéder. Le capital minimum, c'est vrai, il est réglementé. Nous allons travailler à ce qu'il y ait une dérogation pour que les PME qui seront admises à la bourse puissent y accéder avec un capital minimum moins important. Il faut avoir des états financiers, puisque le marché, si vous voulez vendre vos titres, il faut que l'investisseur s'assure que cet émetteur, ou en tout cas cette entreprise qui sollicite son épargne, est bien gérée, elle est rentable, elle est en mesure de respecter ses engagements. Donc il faut des états financiers certifiés, il faut être rentable, il faut avoir le potentiel de dégager des bénéfices. Et enfin, également, il faut se faire accompagner par un listing sponsor, c'est-à-dire une structure dûment agréée qui connaît les exigences réglementaires et qui va vous permettre tout au long
de votre présence au niveau de la bourse, de pouvoir respecter, parce que les entreprises qui sont cotées, elles sont tenues de respecter des dispositions réglementaires en matière de production d'informations financières. C'est justement là où je voulais en venir. Hein. Vous dites qu'ils ont, ces sociétés, elles ont l'obligation d'information publique. Ils doivent régulièrement fournir des informations aux souscripteurs. Oui. Est-ce que vous veillez à ça? Absolument. C'est une de nos missions. L'information financière, elle est capitale au niveau des marchés financiers, puisque, comme je dis, vous vous adressez à des investisseurs qui ont leur épargne, qui sont libres de souscrire ou de ne pas souscrire. Il faut que vous donniez le gage que vous avez une situation financière solide qui permet de dire ces bilans reflètent votre situation en termes de capitaux propres, en termes de capacité de remboursement, en termes de rentabilité. Et donc, nous veillons à ce que les obligations périodiques d'information, que ce soit des informations trimestrielles, semestrielles ou annuelles, que ces obligations soient respectées. Et je vous dis, à ce niveau, nous avons enregistré des avancées, puisque pour l'année écoulée 2017, sur les obligations de communication annuelle, on a eu pratiquement 100% de respect de cette obligation. Sur les obligations d'information semestrielle, 87%. Et les obligations d'information trimestrielle, 50%. Et c'est un travail de sensibilisation. Vous êtes le régulateur, le contrôleur, le superviseur de tout ça. Si vous deviez analyser les État par État, les capacités ainsi que les opportunités pour chacun d'entre eux, les 8 États de l'UEMOA, pour le cas du Sénégal, quel est le climat par rapport à l'État, au privé ainsi qu'aux entreprises? Je crois c'est quoi que la cartographie? On peut nous la cartographie, vous savez, il faut peut-être partir de la genèse de la création de la BRVM. Aujourd'hui, la bourse régionale, elle est née des centres de la bourse nationale d'Abidjan. C'est la place d'Abidjan qui avait une bourse nationale. Les autorités ont décidé de transformer cette bourse nationale en une bourse régionale. Vous savez, ça c'est un secret pour personne. L'union monétaire, l'économie de l'union monétaire est fortement tributaire de l'économie ivoirienne, qui est la locomotive, si vous voulez dire, c'est la plus puissante. La bourse était née de là-bas. Les valeurs qui étaient cotées, c'était des valeurs ivoiriennes. Et cette histoire continue de marquer la bourse. Mais il y a eu des avancées. Aujourd'hui, vous avez des valeurs sénégalaises, vous avez des valeurs béninoises et autres, même si c'est à un degré moindre. Donc, en termes de configuration, c'est cette configuration qui a marqué le marché. Mais il faut dire que, de manière générale, les réactions que nous notons en termes d'entrée sur le marché profitent pratiquement à tous les pays. Je viens de vous dire que les États sont très présents. Aujourd'hui, on a une opération de soukouk de l'État du Mali, la Côte d'Ivoire l'a fait, le Togo l'a fait, le Sénégal l'a fait. Au niveau des entreprises, vous avez la Sonatel, par exemple. La Sonatel, vous avez les ICS qui, à un moment donné, récemment Senelec, vous allez dans les autres pays, les banques sont en train de se faire coter. Donc, nous assistons quand même à un certain dynamisme et je crois que les opérateurs économiques devraient davantage faire cet effort d'aller s'ouvrir sur le marché. Et ça donne quoi d'une fiabilité des entreprises Oui, en réalité, comme j'ai dit, c'est une exigence dans tous les marchés. Il faut jouer sur la gouvernance, la crédibilité des états financiers qui reflètent la situation de l'entreprise, une bonne gouvernance et pouvoir cultiver cet esprit, sinon cette volonté de jouer dans la transparence pour restaurer la confiance. Puisque en réalité, c'est des investisseurs qui ont leur épargne à placer, mais un placement, il répond à des critères. Vous avez votre épargne que vous voulez rentabiliser, vous n'allez pas le mettre dans n'importe quel titre. Vous avez besoin que le titre soit rentable, c'est un élément important parce que vous investissez, vous attendez un retour sur investissement. Donc il faut que ça soit rentable. Il faut que ça soit sûr, c'est-à-dire vous êtes sûr qu'à terme, on va vous rembourser. Donc c'est la sécurité. Mais également, il faut que ça soit liquide. Vous investissez votre argent, un mois après, vous en avez besoin, vous devez pouvoir revenir sur le marché et récupérer votre mise. Et ça, c'est la bourse qui permet de faire cette transaction. Donc vous faites vos placements dans des valeurs qui sont liquides, qui sont sûres et qui sont rentables. Et ça, c'est des critères qui donnent confiance. Une fois que la confiance est là, les investisseurs n'auront pas du tout de mal à investir et le marché va vivre justement sur ses entrées et les sorties
cession-vente. Ça fait un dynamisme, justement, ça bouillonne. Et il faut un régulateur qui s'assure que les différents acteurs du marché respectent les règles du jeu. Voilà. Et ça, vous le faites, c'est votre mission, voilà. vous le faites. Je vous remercie, M. Ndiaye. Merci, je rappelle que vous êtes le président du conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, appelé en acronyme le CREMF. Oui. Dakar, c'est fini, la prochaine étape? La prochaine étape, je voulais d'abord, avant de terminer, remercier surtout les autorités sénégalaises qui ont permis en tout cas la tenue de ces assises. Et en premier lieu, le président de la République, son Excellence le président Macky Sall, qui a bien voulu peut-être porter ma candidature pour la présidence du CREMF, le ministre de l'économie et des finances. C'est ça, le ministre de l'économie et des finances également, qui dans ce domaine donc a été le premier à porter le projet. Et bien entendu, tous les autres acteurs, le CESAC, qui a accueilli ces journées, mais toutes les universités, écoles de commerce qui ont accepté de venir partager avec nous ces journées, et la Banque centrale qui a accepté d'abriter notre session ordinaire, et bien entendu la RTS qui a bien voulu accueillir, nous accueillir sur ce plateau pour nous permettre d'échanger et contribuer ainsi à la promotion de la culture financière. Merci et puis nous souhaitons plein succès dans cette mission. Merci. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres actualités.